Voilà, bonjour à tous. Et désolé si la salle est un peu moins confortable que la précédente, qui était prise à cet horaire. Enfin, la précédente, celle de l'année dernière, je veux dire. Donc aujourd'hui, cette année, j'ai donné pour le cours un titre dont je reconnais qu'il est un peu mystérieux et j'ai assez longuement hésité. Je voulais un titre qui évoque la notion de contenu parce que je voulais vous parler de différentes distinctions ayant trait à cette idée de contenu, mais tout ça est très abstrait. J'ai rajouté contenu mentaux pour qu'on ait une idée du genre de contenu dont je parlais, mais c'est peut-être indûment restrictif. En tout cas, je vais vous expliquer aujourd'hui ce dont je vais vous parler pendant l'année, et je dois dire que j'ai donné le titre avant d'avoir préparé le cours. Si j'avais donné le titre après avoir préparé le cours, j'aurais probablement donné un autre titre. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de cette idée de contenu, des contenus mentaux, du type de contenu dont j'entends parler, et aussi de l'idée de structure. Alors la notion de contenu, ce que j'entends par contenu, c'est vraiment tout simple, c'est quelque chose qui est corrélatif de l'idée de représentation. Quand il y a une représentation, il y a un contenu qui est ce qui est représenté. On distingue dans la représentation le contenu, ce qui est représenté, et le véhicule, ce qui est la représentation elle-même. Ça correspond à l'idée, à l'opposition signifiant-signifié, mais qui véhicule toutes sortes de connotations, et si on regarde chez Saussure, l'idée de signifier, elle est distinguée de l'idée de référence, l'idée de la chose représentée, donc je préfère ne pas me mettre sur ce terrain, c'est pourquoi j'utilise cette notion de contenu et le couple, le contraste véhicule-contenu pour parler des représentations. Mais des représentations, il y en a de toute nature. Et je ne vais pas vous parler de toute la présentation, mais qu'est-ce que je fais avec ? J'ai un petit problème avec mes diapos, excusez-moi. Donc des représentations, vous avez des représentations picturales, par exemple, un tableau qui représente un paysage. C'est une représentation, donc là aussi on a un véhicule et on a du contenu. Comme dit la logique de Port-Royal, un tableau c'est une chose qui représente une autre chose. Donc la chose représentée c'est le contenu et le tableau lui-même c'est la chose. Et vous avez aussi des représentations linguistiques, donc comme les phrases que je prononce en ce moment, ou une liste de courses, c'est une représentation linguistique. Vous avez une colonne avec des mots, et tout ça représente des choses qui sont les courses qu'on doit faire. Donc on a cette application de la distinction entre le véhicule et le contenu dans tous ces cas, parce que ce sont des représentations. Et on a aussi les représentations mentales, qui sont un cas particulier de représentation. Et par représentation mentale, je veux dire, par exemple, les pensées. Si soudain, il y a une pensée qui vous vient, vous avez oublié d'éteindre la lumière, par exemple, c'est une pensée. C'est une pensée c'est quelque chose qui se passe sans doute dans votre cerveau, mais en tout cas, il y a un contenu. Et ce à quoi vous accédez, c'est le contenu. Le contenu, c'est que vous avez oublié d'éteindre la lumière. Donc, dans tous ces cas, on a cette notion de représentation et on a cette notion de contenu. Et donc, moi, les contenus dont je vais vous parler, c'est les contenus des pensées. C'est lié d'assez près, évidemment, au contenu des énoncés, puisque quand on parle, donc là on a des représentations linguistiques qui ont elles-mêmes un contenu, mais quand on parle, on exprime des pensées, et le contenu des énoncés, c'est la même chose que le contenu des pensées qu'on exprime en parlant, donc ce n'est pas fondamentalement différent. Donc le contenu des pensées. Alors l'idée de pensée, aujourd'hui, le titre de ce cours, c'est « Contenu de pensée ». L'idée de pensée, vous savez, c'est au cœur de la réflexion de Descartes. Et l'année dernière, on a beaucoup parlé de Descartes, et notamment du « je pense donc je suis ».
Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui, à l'occasion de cette idée de pensée dont j'ai parlé la dernière fois. J'ai parlé la dernière fois de la conception cartésienne de la pensée, ce que Descartes entend par pensée et ce que les cartésiens entendent aussi par pensée. Et en fait, ils entendent quelque chose de très différent de ce que nous, on entend par pensée. C'est ça la chose à noter, parce que moi, je vais employer pensée plutôt dans le sens normal, dans le sens contemporain, alors que Descartes entend ça dans un sens beaucoup plus général. Vous avez dans les principes de la philosophie une définition, et on a la même chose dans les réponses aux objections, dans des méditations. Dans les principes, il dit « Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. » C'est pourquoi non seulement entendre, alors entendre ici, c'est le entendre de entendement. Entendre, ça veut dire comprendre, en fait, ça veut dire penser au sens contemporain. C'est l'intellection. Non seulement entendre, non seulement la cogitation, disons, mais aussi vouloir, imaginer et également sentir, c'est la même chose ici que penser. Donc il inclut dans la pensée tout ce dont on s'aperçoit immédiatement quand ça vient à notre esprit. Ce n'est pas forcément les pensées, comme dans le cas de la pensée furtive, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais ça peut être n'importe quoi. Si quelqu'un me marche sur le pied, je ressens une douleur, et pour Descartes, c'est de la pensée, parce que c'est quelque chose dont je suis immédiatement conscient. Comme il dit, sentir, c'est la même chose que penser. Donc pas seulement penser au sens de cogiter, mais même penser au sens de sentir, ou une émotion passagère, c'est quelque chose qu'on ressent, et c'est donc de la pensée. Je disais que dans les méditations, enfin dans les réponses aux objections, on a la même définition, plus ou moins. Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous, c'est-à-dire tout ce qui est en nous de telle sorte que nous en sommes immédiatement connaissants. Ainsi, toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées. Donc à nouveau, quelque chose de très extensif qui inclut toutes les sensations, les émotions, effectivement la volonté, comme il dit. Alors la pensée dans ce sens-là, nous aussi on a un concept pour ça, mais on n'appelle pas ça la pensée, on appelle ça la conscience, en gros. La pensée pour Descartes, c'est la conscience, et donc quand on pensait, c'est être conscient de quelque chose. Et d'ailleurs, le mot conscience, en fait, c'est le mot qu'emploie Descartes, mais en latin, pas en français. Enfin, en français, c'est pas lui, les textes de Descartes ont été traduits par d'autres, par ses amis, par Clercelier, Picot, des gens comme ça, et ils ont toujours traduit ce qu'il y avait en latin chez Descartes. On le voit, par exemple, si on reprend la citation que je viens de donner des deuxièmes réponses, où il dit « Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement nous que nous en sommes immédiatement connaissants ». En latin, c'est ce dont nous sommes conscients, immédiatement conscients. Mais le mot conscience s'employait pas à l'époque dans ce sens-là. Vous avez aussi dans les quatrièmes réponses, les réponses aux quatrièmes objections, il ne peut y avoir en nous aucune pensée de laquelle, dans le même moment qu'elle est en nous, nous ne soyons conscients, est-il dit en latin, à nouveau. Mais dans les traductions, on voit apparaître que nous apercevons immédiatement, dont nous sommes immédiatement connaissants, toutes sortes de périphrases, simplement parce que le mot conscience s'employait dans un sens plutôt moral, et pas dans ce sens-là. Mais le mot conscience a commencé à être employé dans ce sens-là, exactement à ce moment-là, au moment où les cartésiens mettaient cette question, mettaient en avant cette notion de pensée, à peu près au même moment, petit à petit, le mot conscience, conscient a commencé à s'employer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, donc, c'est pour ce dont parle Descartes, c'est-à-dire, quand il parle de pensée, c'est-à-dire la conscience, aujourd'hui on emploierait ce mot de conscience. Donc une pensée pour les cartésiens, c'est un contenu de conscience, on pourrait dire. Quelque chose dont on est conscient. Tout ce dont on est conscient, c'est de la pensée.
Donc non seulement ce que j'ai appelé les cogitations, qui sont les pensées à proprement parler, mais aussi les sensations, les émotions et tout le reste. Descartes parle aussi de l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire. Ça couvre un peu tout. Il y a un élément sensoriel parfois dans l'imagination, mais les imaginations, c'est aussi très proche des pensées au sens de cogitation, sauf que c'est des choses qui ont un statut un peu différent, mais quand même un peu de même nature. En tout cas, j'en parlerai pas. C'est quelque chose, et je dis, qui est commun à tous les cartésiens, cet emploi du mot pensée, et cette idée que la pensée, c'est la conscience. Par contre, il y a une différence entre deux sortes de cartésiens, une différence qui n'est pas très très importante. Je pense qu'en fait, au final, ils sont à peu près d'accord, mais il y a quand même cette différence. Concernant une autre question, c'est la question de savoir si toutes les pensées, dans leur sens, c'est tous ces contenus de conscience, représentent quelque chose. Est-ce que ces contenus de conscience se rapportent à quelque chose ? Cette idée de se rapporter à quelque chose, ça doit vous évoquer Brentano. Brentano qui est... Oups, excusez-moi. Ah oui, désolé, c'est pas Brentano. C'est le problème que je disais avec ces diapos. J'ai pas la bonne série de diapos, mais bon, on fait comme si c'était Brentano. Donc Brentano est connu pour sa thèse fameuse, la thèse de l'intentionnalité, selon laquelle le propre du mental, et le mental pour lui c'est comme la pensée pour Descartes, d'ailleurs il est tout à fait cartésien de ce point de vue-là, le propre du mental pour Brentano, c'est d'avoir du contenu, de se rapporter à quelque chose. Quand je pense quelque chose, il y a quelque chose que je pense. Là, j'emploie penser dans le sens moderne. Disons que si je pense à une pomme, par exemple, ben, ma pensée se rapporte à la pomme à laquelle je pense. Si je pense qu'il fera beau demain, à nouveau, ma pensée a un certain contenu. Et pour Brentano, c'est le propre du mental, c'est ce qui caractérise le mental par opposition au physique, c'est ça. C'est la propriété de se rapporter à quelque chose, propriété qui est tout à fait extraordinaire, nous dit-il, parce que il semble qu'on soit en présence d'une relation entre les deux choses, la chose qui représente et la chose qui est représentée, puisqu'il y a quelque chose qui se rapporte à autre chose. Mais ce qui est extraordinaire, dit Brentano, c'est que la chose représentée n'est pas forcée d'exister. Elle est dans la représentation. C'est la représentation qui se rapporte à elle, parce que c'est son contenu, mais elle ne se rapporte pas à elle, ce n'est pas une relation comme quand on a deux choses qui sont en relation, parce que là, on n'a pas forcément deux choses. On a une chose qui est la représentation. Et la représentation dans son contenu se rapporte à autre chose, mais l'autre chose en question, il est dans le contenu. Il n'est pas forcément là dans la réalité, on peut se représenter des choses qui n'existent pas. Donc c'est quelque chose de très particulier et qui, pour Brentano, est le propre du mental. Alors Brentano généralise ça à tout le mental, ce qui pose un problème parce qu'il emploie cette idée de mental exactement comme Descartes quand il parle de pensée. Il s'agit en général d'une classe de phénomènes qui est beaucoup plus large que ce qu'on entend aujourd'hui par pensée. Et ce n'est pas évident si on a une notion aussi générale de la pensée et qui inclut par exemple ce qui se passe quand quelqu'un marche sur le pied, où j'ai une sensation, une douleur, dont je suis conscient. Dans ces cas-là, ce n'est pas tout à fait évident que ma douleur se rapporte à quelque chose, comme ma pensée que j'ai oublié d'éteindre la lumière se rapporte au fait que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Ce n'est pas évident que la douleur se rapporte à quelque chose. Alors ici, il y a une sorte d'ambiguïté, c'est une ambiguïté que je veux vous rendre sensible aujourd'hui, entre deux notions ici de contenu. Il y a un sens où, quand j'ai mal, je suis conscient de ma douleur. Évidemment, c'est quelque chose qui m'est immédiatement présent à l'esprit, cette douleur. Donc, en un sens, on a bien une pensée qui se rapporte à quelque chose qui est ma douleur. Mais la douleur elle-même, cette chose qui m'est présente à l'esprit, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'elle se rapporte à quelque chose ?
Parce que quand je pense « j'ai oublié d'éteindre la lumière », j'ai une pensée qui me vient à l'esprit, et cette pensée-là, elle se rapporte à quelque chose, à savoir au fait que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Donc là, on a bien quelque chose qui est présent à l'esprit, c'est donc une pensée, et ce quelque chose se rapporte à quelque chose d'autre, et Brentano nous dit que c'est le propre du mental de toujours se rapporter à quelque chose d'autre. Or ça, c'est une question que se posaient les cartésiens, et à laquelle ils apportent des réponses qui sont différentes, même si, comme je le disais, je ne pense pas que cette différence est très importante. Oui, c'est très fâcheux de ne pas voir. Bon, je vais continuer comme ça, avec pas les bonnes diapos, mais du coup, ça me complique un peu les choses. Alors, une objection potentielle à la thèse de Brentano selon laquelle tout contenu mental, enfin le propre du mental, c'est de se rapporter à quelque chose, il y a deux objections. Il y a d'abord l'objection que je viens de faire implicitement, qui est que ce n'est pas évident, dans le cas par exemple d'une douleur, qu'elle se rapporte à quelque chose d'autre qu'elle-même. Ce n'est pas du tout évident dans ce cas, et c'est donc une question que les cartésiens se posent. Mais il y a une autre objection possible à la thèse de Brentano, qui est le fait qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas mentales, et qui néanmoins se rapportent à quelque chose et ont du contenu. Donc, ce n'est pas évident qu'on puisse dire que le propre du mental, ce qui caractérise le mental, ce soit cette propriété-là, puisque c'est une propriété qu'on trouve ailleurs. Et les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, le tableau qui représente un paysage, ou bien la liste de courses qui représente les courses à faire, et bien dans tous ces cas-là aussi, on a quelque chose qui est représenté. Et pourtant, la liste de courses, c'est une feuille de papier avec des inscriptions dessus. Et le tableau également, c'est une toile avec de la peinture dessus et un cadre autour. Donc ça, c'est des choses, ce n'est pas quelque chose de mental. Mais on peut répondre à cette objection-là en disant que toutes ces choses qui possèdent du contenu, qui sont des représentations, comme les tableaux, les listes de courses, toutes ces choses-là possèdent du contenu en vertu du fait qu'il y a derrière, en quelque sorte, des états mentaux. S'il n'y avait pas des états mentaux derrière le tableau, il n'y aurait pas de tableau. Il y aurait simplement, effectivement, un objet, une toile avec de la peinture dessus, mais ça n'est un tableau qui représente un paysage que parce qu'il y a un peintre qui avait certaines intentions qu'il a peint, et qu'il y a surtout les consommateurs, nous, qui voyons, nous voyons, même supposons que le tableau n'ait pas été fait par un peintre, mais était un assemblage qui se soit fait tout seul, disons de façon naturelle, néanmoins, nous le traitons comme un tableau parce que nous y voyons quelque chose, nous y lisons quelque chose, et il a un contenu parce que nous lui donnons du contenu. Donc ce sont nos états mentaux qui font que ces choses-là ont du contenu. Donc on peut très bien dire, comme Brentano, que la propriété d'avoir du contenu, de se rapporter à quelque chose, c'est quelque chose qui caractérise le mental, et quand il y a des objets, disons, non mentaux qui possèdent du contenu, c'est de façon dérivée. Donc ici, là, je fais allusion à John Searle, qui, reprenant ce terme de Brentano, intentionnalité, je vous en ai pas, je n'ai rien dit là-dessus, Brentano appelle intentionnalité cette propriété de se rapporter à quelque chose, d'avoir du contenu. C'est un faux ami, hein, ça n'a rien à voir avec les intentions. En tout cas, ce que dit Searle distingue l'intentionnalité intrinsèque des états mentaux et l'intentionnalité dérivée, toutes les choses qui possèdent de l'intentionnalité, c'est-à-dire du contenu qui se rapporte à quelque chose, en vertu du fait qu'il y a des agents humains, disons, qui donnent du contenu à ces objets-là. Donc les tableaux ou les listes de courses ont du contenu à cause de l'usage que nous en faisons, nous qui possédons des intentions d'aller faire des courses, ou bien nous qui nous représentons un paysage quand nous voyons le tableau. C'est essentiellement notre pensée qui fait qu'un paysage est représenté, à l'occasion du tableau qui suscite cette pensée. Donc intentionnalité dérivée, et ça n'empêche pas que ce soit le propre du mental de posséder l'intentionnalité de façon, disons, intrinsèque. À ce moment-là, il faudrait préciser. En tout cas, selon cette idée de Searle, les choses qui possèdent du contenu, et qui sont des choses, qui ne sont pas des choses mentales, possèdent du contenu parce qu'elles héritent
du contenu de choses mentales qui leur sont associées, qui sont peut-être les représentations des utilisateurs du tableau, par exemple. Et donc la thèse de Brentano, loin d'être infirmée, est plutôt confirmée par cela. Donc admettons que toute représentation procède de l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui fait qu'il y a du contenu. S'il n'y avait pas l'esprit, il n'y aurait pas de contenu. Donc là où, comme je dis, avoir du contenu, c'est être une représentation, ça veut dire que toute représentation procède de l'esprit, et que les représentations fondamentales, ce sont les représentations mentales dans cette idée. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin et dire, dans l'autre sens, que tout ce qui relève de l'esprit, tous les phénomènes mentaux, possèdent du contenu et impliquent et sont des représentations. C'est ça qui n'est pas évident, et c'est quand je vous parlais de Descartes et des cartésiens et du débat un peu à l'intérieur des cartésiens sur cette question, c'est ça la question. C'est est-ce que tous les phénomènes mentaux, tous nos états de conscience sont des choses qui se rapportent, qui ont un objet, qui se rapportent à quelque chose, qui représentent. Avec l'exemple de la douleur, quand on marche sur le pied, pas évident du tout que ça représente. Alors sur ce point, il y a une division entre les cartésiens en deux groupes. Une division, c'est pas très explicite, je parle de débat, c'est pas vraiment un débat qui a été explicité, mais on voit deux positions différentes. Et il y a d'abord une première position dont je voudrais dire un mot, que je crois être celle de Descartes, mais je ne veux pas m'avancer trop sur un terrain que je laisse aux spécialistes. Selon cette position, toutes nos pensées, effectivement, c'est comme Brentano, toutes nos pensées en ce sens large, tous nos contenus de conscience représentent quelque chose, se rapportent à quelque chose, mais, il faut ajouter, se rapportent à quelque chose d'une façon qui peut être plus ou moins claire ou confuse. Il y a plein de places libres, hein, si ceux qui sont assis par terre peuvent trouver des places sans difficulté. Mais c'est comme vous voulez. Donc, tous nos états de conscience représentent quelque chose, mais d'une façon qui peut être claire ou confuse. Et il y a donc tout un continuum de l'idée claire et distincte, comme dit Descartes, à des choses qui sont tout à fait opaques et confuses. Et si on dit ça, on peut dire qu'une douleur représente quelque chose, mais de façon confuse. Représente de façon confuse, c'est une façon qui n'est pas accessible de façon transparente au sujet qui a conscience. Représente d'une façon confuse un dommage subi par telle ou telle partie du corps. On pourrait dire ça, ce serait assez raisonnable de dire que ma douleur représente le fait que mon pied a subi une agression. Mais elle le représente d'une façon qui est opaque, c'est-à-dire qui n'est pas immédiatement à partir de son expérience consciente, le sujet n'accède pas à la connaissance de l'objet, de la chose qui est représentée par son état de conscience. Donc on pourrait dire que l'état de conscience alerte le sujet sur l'existence de quelque chose qui cause, en l'occurrence, cet état de conscience, qui est effectivement le dommage corporel subi. Donc c'est un signal, il y a quelque chose. Mais la nature de quelque chose n'apparaît pas d'une façon claire et accessible au sujet. En tout cas, elle ne révèle pas au sujet la nature du dommage en question. Ou peut-être, si on devait parler réellement de ce qui se passe dans la douleur, peut-être qu'on devrait dire quand même qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on a immédiatement à partir de la douleur elle-même. On a une idée notamment de la localisation du dommage, de choses de ce genre. Mais en tout cas, je ne comptais pas vraiment vous parler de ça, mais plutôt évoquer l'idée de représentation obscure. En tout cas, là où elle s'applique, c'est pas tellement, donc il y a ce cas de la douleur, il faudrait regarder, aller voir les textes cartésiens portant sur des choses comme la douleur, ce que je n'ai pas fait. Par contre, il y a une théorie cartésienne bien connue au sujet de quelque chose qui ressemble, qui est la couleur. Ça ressemble pas seulement parce que ça sonne pareil, mais
Mais dans le cas de la couleur, pour Descartes, la couleur, c'est une sensation particulière, donc une sensation de rouge dans l'esprit. Quand vous voyez une tomate, vous avez une certaine sensation de rouge. Et cette sensation répond à quelque chose dans l'objet qui cause cette sensation. Donc la sensation vous dit, il y a quelque chose dans l'objet, elle vous renvoie vers l'objet, vers une propriété de l'objet, c'est cette propriété qui est représentée, mais elle est représentée d'une façon opaque, d'une façon qui n'est pas claire, d'une façon qui est confuse, et la couleur ne révèle pas la nature de la propriété en question. Et ce que dit Descartes à propos de la couleur, là il ne le dirait pas à propos de la douleur, parce que dans le cas de la douleur, on ne fait pas cette erreur. Mais ce que dit Descartes, c'est qu'on fait une erreur avec la couleur. L'esprit croit que la couleur qu'il ressent, qui est une sensation consciente, il croit que cette chose est dans l'objet. Il croit que le rouge est dans la tomate. Alors que le rouge, c'est simplement quelque chose dans l'esprit. C'est un état de conscience. Cet état de conscience se rapporte certes à quelque chose qui est une propriété de la tomate et renvoie en quelque sorte à la tomate, mais la propriété qui est dans la tomate n'est pas révélée par la propriété qui est dans l'esprit et qui lui correspond. Le rouge, qui est quelque chose, c'est simplement une sensation pour Descartes. Il n'y a pas de rouge dans la tomate. Mais dans la tomate, il y a quelque chose qui est responsable de cette sensation en nous, mais ce quelque chose n'est pas révélé par la sensation qui est en nous. Et donc, c'est là que ça signifie de dire que la représentation ici est obscure. Il y a bien quelque chose qui correspond à la sensation se rapporte bien à quelque chose, mais quoi? La sensation ne nous le dit pas. Et la différence, en fait, du point de vue cartésien, le contraste, c'est avec les cas où, au contraire, on a quelque chose dans l'esprit. Ce quelque chose qui est dans l'esprit se rapporte à quelque chose d'autre, mais où ce qui est dans l'esprit nous révèle la nature de cette chose à laquelle elle se rapporte. Donc, si je regarde une pièce de monnaie, donc qui est circulaire, ça active dans mon esprit l'idée du cercle, l'idée de circularité, tout comme quand j'ai une tomate en face de moi, ça déclenche cette sensation de rouge en moi. Mais l'idée de circularité qui est déclenchée par la vue de la pièce de monnaie se distingue de la sensation de rouge dans le cas de la tomate par le fait que l'idée de cercle représente son objet, c'est-à-dire le cercle, la circularité, de façon transparente, de façon immédiatement accessible au sujet. Donc là, il y a effectivement dans l'objet la circularité, et ce qui est dans l'objet la circularité est présent à l'esprit, révélé à l'esprit par l'idée de cercle qui advient à l'esprit, parce que cette idée est une idée qui est claire et qui donne accès à son objet. Donc, ce que j'ai dit, c'est peut-être pas très conforme à la position cartésienne telle qu'elle est réellement, mais quelque chose de cet ordre d'idées correspond, je pense, au maintien de la thèse selon laquelle toutes nos pensées, toutes nos contenus de conscience se rapportent à quelque chose. Ça semble acceptable si on admet que parmi les modes de représentation, il y a la représentation obscure. La représentation obscure, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre ce qui est dans l'esprit et quelque chose à quoi ça se rapporte, mais ce n'est pas quelque chose qui est transparent au sujet. À ce moment-là, on peut dire que c'est ce qui se passe avec la douleur, comme c'est ce qui se passe avec la couleur, contrairement à ce qui se passe avec l'idée de cercle, qui, elle, est véritablement une idée qui représente quelque chose. Donc, un certain nombre de cartésiens, en tout cas, défendent cette position, comme par exemple Antoine Arnaud, qui
qui soutient que toutes nos idées, par idée, il entend aussi contenu de conscience, sont représentatifs. Toute pensée, dit-il, est essentiellement représentative de quelque chose. Ça marche, cette idée, à condition d'admettre ce continuum, cette possibilité d'obscurité. Mais d'autres cartésiens, comme par exemple ici Malebranche, invoquent non pas un continuum, mais au contraire une opposition binaire entre deux choses. Donc eux, ils prennent en considération seulement les pôles, au lieu de considérer qu'il y a une sorte de gradation insensible qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc des gens comme Malebranche et d'autres opposent les contenus de conscience qui, comme l'idée du cercle, représentent quelque chose, se rapportent à quelque chose. Quand je pense à un cercle, ma pensée se rapporte à un cercle ou à la circularité. Il y a bien ici un contenu représentatif de l'idée. Et il y a des cas où les contenus de pensée ne se rapportent à rien du tout. Ils se présentent eux-mêmes et c'est tout. Et c'est ce qui se passe pour la douleur, par exemple, ou pour les sensations en général. Donc ça, vous avez au début de la recherche de la vérité une déclaration dans ce sens, où Malebranche dit « On peut dire que les idées de l'âme sont de deux sortes, en prenant le nom d'idée en général pour tout ce que l'esprit aperçoit immédiatement. » Donc la terminologie varie sans cesse d'un auteur à l'autre. Ils emploient énormément, comme vous allez voir dans les quelques citations que je donne, énormément de mots pour désigner la même chose. Donc lui, il emploie idée dans ce sens très général qui correspond aux pensées au sens de Descartes, tous les contenus de conscience, donc tout ce que l'esprit aperçoit immédiatement. Donc les premières choses, les premières idées de l'âme, nous représentent quelque chose hors de nous, comme l'idée d'un carré, d'un triangle, et dans une version ultérieure du texte, il a remplacé le triangle par du soleil, pour avoir quelque chose, un exemple d'un autre type. Donc ça, c'est les choses qui nous... Les idées, l'idée de soleil, l'idée de triangle, nous représentent quelque chose, ça nous représente un triangle, le soleil, etc. Et les secondes, les autres types d'idées, ne nous représentent que ce qui se passe dans nous, comme nos sensations, la douleur, le plaisir, etc. Ces dernières idées ne sont rien d'autre chose qu'une manière d'être de l'esprit. Donc, une opposition binaire, comme je disais. Et ce n'est pas seulement Malebranche qui a quelques idiosyncrasies, mais là, ce n'est pas vraiment le cas, puisque un autre cartésien, plus orthodoxe peut-être, Sylvain Régis, dit à peu près la même chose dans son système de philosophie. Il dit ceci, la terminologie est différente, mais c'est exactement la même imposition. Il dit, comme il y a des manières de penser qui ne me font connaître que ce qui se passe immédiatement en moi, et qu'il y en a d'autres qui me représentent ce qui est hors de moi, pour marquer cette différence, je nommerai les premières sentiments ou sensations en général, et j'appellerai les dernières idées ou perceptions. Donc là, idée, c'est pris dans un sens restreint pour les choses qui ont du contenu représentatif. De sorte que les mots de sentiment et de sensation ne signifieront autre chose que des manières de penser que je connais par elles-mêmes et qui ne me représentent rien hors de moi, telles sont la douleur, la chaleur, la froideur, etc. Et par les mots d'idée et de perception, je n'entendrai aussi que des manières de penser que je connais par elles-mêmes, donc tout ça c'est des contenus de conscience, mais qui me représentent des choses qui sont hors de moi. Ça c'est en plus, c'est le contenu représentatif. Donc certains contenus de conscience n'ont pas de contenu représentatif, ne se rapportent à rien, et d'autres contenus de conscience se rapportent à quelque chose. Telles sont les perceptions que j'ai du soleil, de la lune, de la terre, etc. Donc c'est la même distinction à travers la différence terminologique et notamment l'emploi du mot idée qui est très différent chez les deux. Et cette distinction, cette opposition est devenue relativement classique, disons c'est plutôt ça qui s'est imposé. En tout cas, un siècle plus tard, là j'ai pris un texte obscur, mais qui montre que cette distinction, un siècle plus tard, a droit de citer, voilà ce que nous dit de façon très explicite cet auteur, qui est un avocat au Parlement de Toulouse, mais aussi professeur de philosophie. Il emploie une terminologie qui est, je pense, qui n'est pas mauvaise. Alors lui emploie le mot sensation pour désigner de façon globale les contenus de conscience.
Il dit « La plupart de nos sensations ne sont qu'affectives. Telles sont les odeurs, les saveurs, le son, la chaleur, le froid. Ce sont des affections de notre être sensitif qui ne nous représentent rien hors de nous. Elles ne sont pas même distinguées de ce que nous sentons. La sensation d'odeur, de chaleur est l'odeur elle-même, la chaleur elle-même que nous sentons. Mais certaines de nos sensations sont toujours accompagnées de la représentation d'une chose qui est hors de nous. Qu'un arbre fasse impression sur nos yeux, nous nous représentons l'arbre, nous en voyons la hauteur, la figure. Le toucher nous donne aussi des sensations représentatives. Il nous découvre la situation, la grandeur, la figure des corps. Toute sensation représentative emporte avec elle une affection de l'être sensitif et la connaissance d'un objet extérieur. Donc on a les deux éléments à la fois. Soit que nos sensations soient seulement affectives, soit qu'elles soient représentatives, nous n'en éprouvons aucune dont nous n'ayons conscience, c'est-à-dire que nous n'apercevions. J'ai ajouté cette phrase parce que là vous voyez que le mot conscience, un siècle plus tard, avait complètement droit de citer, c'était normal de l'employer. Donc on a dans ce cadre théorique, et par-delà les différences terminologiques qu'on a vues dans ces trois citations, on a donc une notion générale de contenu de conscience et une division interne au contenu de conscience entre ceux qui sont représentatifs, qui se rapportent à quelque chose, et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est opposé à la thèse de Brentano, selon laquelle tout ce qui est mental a du contenu. Et donc pour résumer, d'abord un mot pourquoi je dis que ce n'est pas cette opposition entre deux sortes de cartésiens, ceux qui emploient ce continuum du clair à l'obscur, mais qui disent, comme Brentano, que toute pensée se rapporte à quelque chose, et ceux qui disent qu'il y a deux sortes de pensées, deux sortes de contenu de conscience, ceux qui se rapportent à quelque chose et ceux qui se rapportent à rien du tout. Pourquoi je dis que ce n'est pas très important? Un indice, c'est que je vous ai cité Malebranche et Arnaud, et Malebranche et Arnaud, ils sont surtout connus pour la grande polémique qu'il y a eu entre eux, assez violente, où Arnaud critiquait très vivement Malebranche. Or, Arnaud cite le passage de Malebranche, où Malebranche nous dit qu'il y a deux sortes d'idées, celles qui représentent, enfin, de contenu de conscience, ceux qui ont un contenu représentatif, ceux qui n'en ont pas, qui ne sont que des... Il le cite, et dans ce passage, il critique toutes sortes de choses, mais il ne parle pas du fait que Malebranche emploie cette opposition binaire, alors qu'en fait, toute pensée est essentiellement représentative, comme il le dit lui-même. Il ne soulève pas la question, et je pense qu'une façon d'interpréter les choses, c'est que la différence n'est pas fondamentale. Ils sont d'accord sur le tableau général, il y a ces deux choses-là, et il y en a qui traitent ça comme les deux pôles d'un continuum, en introduisant cette idée supplémentaire, disons, d'obscurité, et les autres qui s'en tiennent au fait qu'il y a ces deux choses différentes. Mais ce n'est pas une différence qui est fondamentale. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai introduit cela, c'était pour insister sur cette idée que, au moins dans les cas où un contenu de conscience a un contenu représentatif, se rapporte à quelque chose, c'est justement pas les cas peut-être comme la douleur, etc., mais plutôt les cas comme l'idée de cercle, l'idée du soleil, des choses comme ça. Ça, c'est des contenus mentaux qui se rapportent à quelque chose. Dans ces cas-là, on a un contenu de l'idée, qui est ce à quoi se rapporte l'idée, ou la pensée. Elle se rapporte à quelque chose, le soleil, le cercle. Mais par ailleurs, on a vu que toute pensée est un contenu de conscience. Et donc il y a deux notions de contenu ici, c'est ça que je veux rendre sensible. Il y a l'idée de contenu comme contenu de conscience. À chaque fois que vous avez un état de conscience, vous avez quelque chose dont vous êtes conscient. Donc en ce sens un peu trivial, c'est certain que tout état de conscience a un objet, à savoir ce dont on est conscient. Ça marche aussi pour l'odeur. C'est un état conscient, l'odeur, qui se rapporte à quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'odeur. À ceci près que, comme le fait remarquer Pierre Firmin de Lacroix, on ne peut pas vraiment distinguer l'odeur et la conscience de l'odeur, c'est plus ou moins la même chose. Mais quand même, on peut, si on veut, dire que pour tout état de conscience, il y a quelque chose dont on est conscient. Mais ce n'est pas ça la notion, quand je vous parle de contenu mental, il y a cette autre notion qui est beaucoup plus restrictive, c'est l'idée de contenu représentatif, ou comme ils disent, ou représentationnel. C'est l'idée que la chose dont nous sommes conscients se rapporte
à quelque chose d'autre qu'elle-même. Comme l'idée de cercle se rapporte au cercle, l'idée du soleil se rapporte au soleil. Le soleil, il est hors de nous, comme disent tous ces auteurs. L'idée, elle est en nous. Et même si parfois nous avons des idées qui se rapportent à des choses qui n'existent pas réellement hors de nous, néanmoins c'est un mouvement de se rapporter vers quelque chose d'extérieur, même si le quelque chose d'extérieur n'existe pas réellement. C'est quand même de l'extériorité putative. Alors que dans le cas de l'odeur, dans le cas de l'odeur peut-être, je ne veux pas... Encore une fois, ce n'était pas mon intention de parler, de gloser sur ces questions, l'odeur, la douleur, c'est très intéressant en soi, mais je voulais simplement vous alerter sur ces deux notions de contenu. Contenu de conscience, toutes les pensées sont des contenus de conscience, les pensées au sens cartésien, au sens très très général, y compris les sensations. Mais contenu de représentation, chose qui est représentée par l'état mental, ça c'est autre chose, et on peut soutenir que parmi nos états de conscience, comme le disent tous ces auteurs, Régis, Malebranche, etc., on peut dire que parmi nos états de conscience, il y en a certains qui se rapportent à quelque chose hors de nous, comme ils disent, mais pas tous. Et quand on parle du contenu des pensées, alors maintenant je reviens à mon titre, le contenu des pensées, je crois que c'est le titre de la séance d'aujourd'hui. Quand je parle du contenu des pensées, ce dont je parle, c'est du contenu représentatif. C'est des pensées au sens moderne. Quand je pense, par exemple, que j'ai oublié de fermer la lumière, d'éteindre la lumière, il y a un certain contenu. Ma pensée se rapporte à un état de choses dans le monde. C'est ça le contenu. Donc ça, l'idée de contenu de pensée, c'est le contenu représentatif. Ce que les pensées représentent quand elles représentent quelque chose. Au sens cartésien, pour des gens comme Malebranche ou Régis, les pensées, c'est-à-dire nos contenus de conscience, ne représentent pas forcément quelque chose. Mais si on prend pensée au sens contemporain, les cogitations, ce qui exclut les sensations, les émotions, toutes ces choses-là, à ce moment-là, on est forcé d'admettre que les pensées, en ce sens-là, se rapportent forcément à quelque chose. Il n'y a pas de pensée qu'il n'y ait quelque chose qui est pensé. Quand vous pensez quelque chose. Donc il y a forcément du contenu, il y a forcément un contenu représentatif. Et le contenu des pensées, c'est le contenu représentatif. Ce n'est pas simplement le fait que les pensées sont conscientes, qu'elles sont des contenus de conscience. C'est le fait qu'elles-mêmes ont un contenu et se rapportent à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est une première différence entre les pensées au sens contemporain, au sens intellection. Ça a nécessairement du contenu, par opposition aux pensées au sens cartésien, dont certains, comme Malebranche, Régis et d'autres, soutenaient que seules certaines avaient du contenu. Mais ils soutenaient ça notamment parce qu'ils employaient pensée dans un sens extrêmement large qui inclut notamment les sensations. Si on prend pensée au sens contemporain, il est clair qu'il y a du contenu représentatif. Et donc c'est ça le contenu des pensées. Et il y a une autre différence que je voudrais introduire maintenant entre les pensées au sens contemporain et les pensées au sens des cartésiens, c'est-à-dire simplement les contenus de conscience. Et là, pour les pensées au sens contemporain, on peut se tourner vers un auteur contemporain, justement, qui est Frege, chef de file du courant analytique dans la philosophie contemporaine, qui est l'auteur d'un article bien connu sur la pensée de 1925. Et donc on trouve traduit dans le recueil des écrits logiques et philosophiques que vous avez là, aux éditions du Seuil, qui est republié en édition de poche. Une pensée au sens de Frege, c'est frappant le contraste. Descartes, Frege, ce n'est pas du tout le même sens de pensée. Une pensée au sens de Frege est caractérisée par la possession d'un contenu représentatif, mais un contenu très particulier, pas n'importe quel contenu. Pour Frege, une pensée, c'est un contenu complexe, un contenu articulé. Et c'est là que la notion de structure intervient, la notion qui est dans mon titre général pour le cours, la structure des contenus mentaux.
Pour Descartes et les cartésiens, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui pense à une pomme. Ben, si vous pensez à une pomme, pour Descartes et pour les cartésiens, c'est une pensée. Et cette pensée a un contenu représentatif. Elle représente une pomme. C'est une idée. Ce qu'on a dans l'esprit, c'est une idée au sens restreint. C'est quelque chose qui possède un contenu, qui représente de façon claire, disons. Mais pour Frege, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas ça qu'il appelle une pensée. Ce n'est pas une pensée parce que ce n'est pas une pensée complète. Donc il y a cette idée qu'une pensée, ça a une certaine structure, ça a un certain nombre d'éléments ou de constituants. Donc si vous pensez à une pomme, pour Frege, ce n'est pas une pensée complète, c'est une partie de pensée, un fragment de pensée. Une pensée complète, pour Frege, c'est l'équivalent d'une phrase de la langue. Et dans la langue, c'est clair que si vous avez les mots « une pomme », ce n'est pas une phrase. Si vous dites, si vous rajoutez un verbe ou quelque chose, ça devient une phrase. Une pomme est ce dont j'ai envie en ce moment, ça va, c'est une phrase. Et c'est pareil pour la pensée. Alors, évidemment, on peut avoir des cas où des mots comme qui semblent ne pas former une phrase complète, en fait, sont des phrases complètes. Vous avez les cas d'ellipse. Oups, excusez-moi. Si quelqu'un pose la question « qu'est-ce qui est mûr parmi ces fruits ?» et que je dis « cette pomme », là, c'est une phrase complète parce qu'il y a un élément qui est l'idée. Et en fait, le « cette pomme » vaut pour « cette pomme est mûre ». On n'a pas répété le prédicat parce qu'il était déjà donné dans la question, mais en fait, c'est comme une phrase. Donc il y a des cas de ce genre. Mais c'est un cas particulier. De façon générale, il faut distinguer les choses qui sont des... Par exemple, ici, un groupe nominal et une phrase complète. Et pareil, selon Frege, dans la pensée, il y a une distinction analogue entre des choses qui sont des pensées complètes et des choses qui sont simplement des fragments de pensée. Et en l'occurrence, on voit que pour avoir la pensée complète, on a besoin donc d'ajouter le prédicat, disons d'ajouter, je disais, il nous manque un verbe, et c'est pareil dans la pensée, on a besoin de quelque chose de plus. Donc en fait, la suggestion, c'est qu'au sein d'une pensée, au sens de Frege maintenant, il y a plusieurs idées qui s'articulent entre elles. De sorte que le contenu d'une pensée, c'est quelque chose de complexe, où on peut distinguer des parties correspondant à ces diverses idées qui s'articulent au sein d'une pensée. Et donc, si vous avez la pensée que cette pomme est mûre, pour reprendre l'exemple linguistique, cette pensée mobilise l'idée de pomme et l'idée de mûrissement, l'idée de maturité. Et ces deux idées-là se combinent et donnent naissance à un contenu complexe. Donc, chacune des idées a un contenu, se rapporte à quelque chose. L'idée de maturité se rapporte à la maturité, l'idée de pomme se rapporte à la pomme, etc. Donc, chacune des idées a un contenu, mais les idées se combinent, et quand elles se combinent, ce qui résulte, le tout, résultant de la combinaison des pensées, a aussi un contenu qui dépend du contenu des parties des idées qui se combinent, mais qui dépend aussi de la façon dont ces idées sont combinées entre elles. Le contenu ne dépend pas seulement des idées qui font partie, qui sont combinées dans la pensée, elle dépend aussi du mode de combinaison. Ça, c'est un point sur lequel ont beaucoup insisté deux auteurs. Gareth Evans, c'est en fait le premier qui a fait valoir ce point, et Jerry Fodor a beaucoup insisté là-dessus. C'est l'idée que vous pouvez prendre deux phrases, ou prenez pas des phrases, prenez des pensées. La pensée que Jean aime Marie et la pensée que Marie aime Jean ont les mêmes constituants, c'est-à-dire qu'elles mobilisent les mêmes idées, les mêmes concepts. Il y a l'idée de Marie, l'idée de Jean et l'idée d'aimer, l'idée de cette relation. Donc c'est les mêmes constituants, mais pourtant ce n'est pas du tout la même pensée.
parce que le contenu de la pensée dépend pas seulement des constituants et du contenu des constituants, mais dépend aussi de la façon dont ils sont combinés. Et là, ils ne sont pas combinés de la même façon, puisqu'ils ne jouent pas exactement le même rôle relativement. Disons, les deux personnes mentionnées, Jean et Marie, ne jouent pas le même rôle relativement à la relation d'aimer qui est signifiée par, enfin, qui correspond aux constituants, disons, prédicatifs ou relationnels. Donc, ce qui est différent entre ces deux pensées, la pensée que Marie aime Jean et la pensée que Jean aime Marie, ce qui est différent, ce n'est pas les constituants qui sont les mêmes, c'est la structure. Les diverses idées qui sont mobilisées ne jouent pas le même rôle au sein de l'une et l'autre pensée. Et Fodor a, en particulier, développé l'idée qu'il y a une sorte de combinatoire conceptuel, qu'on a effectivement des concepts qu'on combine ensemble pour former des structures qui sont un peu comme des phrases, mais des phrases d'un langage de la pensée. Donc Fodor a introduit dans, je crois que c'est son premier livre en 1975, ou peut-être, oui, pas sûr que c'était son premier livre, mais en tout cas, il a introduit cette idée d'un langage de la pensée. Donc c'est un peu pareil de même que qu'on a cette idée de phrase, distinguée de l'idée de mots, etc. On a des choses analogues dans la pensée. On a des idées qui se combinent au sein de pensées complètes. Alors on a cette idée de pensée, qui est l'idée freudienne dont je parlais, une pensée qui est comme une phrase, quelque chose qui a une structure, où il y a des constituants, des idées qui sont assemblées d'une certaine façon, de telle sorte que le contenu de la pensée dépend du contenu des éléments qui sont assemblés, mais aussi de la structure au sein de laquelle ils sont assemblés. Donc cette idée de pensée au sens de Frege, correspondant aussi à ce que nous dit Fodor, il y avait une idée analogue chez les classiques. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, même si ce qui est nouveau, c'est la terminologie. On parlait de pensée en ce sens-là. C'est, comme je disais, très différent de l'idée de pensée qu'on trouve chez les cartésiens, où ça correspond à n'importe quel contenu de conscience. Mais chez les cartésiens, et bien avant les cartésiens, de façon générale, dans la tradition, disons, on trouve une idée correspondant à cette idée de pensée, et c'est l'idée de jugement. C'est ça qu'on aurait dit à l'époque. Un jugement, ça correspond à une combinaison d'idées qu'on a assemblées ensemble, un peu comme on assemble une phrase. Et l'analogie entre le jugement et la phrase, c'est une analogie qui est assez présente dans les traités de logique qui introduisent l'idée de jugement. Et l'idée de jugement, ça s'oppose à l'idée. Il y a l'idée de pomme, l'idée de maturité. Ça, c'est des idées, c'est un peu comme des mots. C'est des choses qu'on assemble. Et quand on les assemble, on obtient des jugements. Cette pomme est mûre, ça, c'est un jugement. Donc les jugements ressemblent un peu à la phrase. Et voici une citation de la logique de Port-Royal, qui, après avoir introduit l'idée d'idée, avec une idée, nous concevons quelque chose. Nous pouvons concevoir des pommes, nous pouvons concevoir la maturité d'une pomme, et dans le jugement, nous assemblons les idées. Et je vous lis, après avoir conçu les choses par nos idées, nous les lions ou délions, ce qui s'appelle affirmer ou nier et généralement juger. Lier ou délier, parce que le jugement pour eux, ça consiste, quand vous dites cette pomme est mûre, vous liez l'idée de pomme et l'idée de mûrissement. Vous dites que dans ce cas précis, elles vont ensemble. Si vous niez, si vous dites cette pomme n'est pas mûre, vous les séparez. Donc c'est ça l'idée mais on y reviendra. Donc ça s'appelle juger. Ce jugement s'appelle aussi proposition, et il est aisé de voir qu'elle doit avoir deux termes. L'un de qui l'on affirme ou de qui l'on nie, lequel on appelle sujet, et l'autre que l'on affirme ou que l'on nie, lequel s'appelle attribut ou prédicatum. Et il ne suffit pas de concevoir ces deux termes, mais il faut que l'esprit les lie ou les sépare. Dans ce passage, on n'a pas de distinction claire entre le langage et la pensée. Il parle de proposition, là il s'agit, proposition ça veut dire phrase en gros. Affirmer ou nier, ce sont des actes publics, des actes de parole.
En revanche, juger, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être exprimé linguistiquement, et il y a plusieurs éléments dans le passage qui indiquent qu'il s'agit d'un acte de l'esprit. Chez Frege, les choses sont très claires. Frege distingue très clairement le plan mental, où il y a ce qu'il appelle le jugement, et le plan linguistique, où il y a ce qu'il appelle l'assertion, où l'on exprime le jugement publiquement. Et les phrases du langage nous servent à faire des assertions publiques en communiquant aux autres, mais les pensées sont des choses qui n'ont pas besoin d'expression linguistique. On peut penser des choses, et quand on pense des choses, on assemble effectivement des idées, comme il est dit, mais sans que nécessairement il y ait l'expression linguistique. Donc, ici, on a l'idée que, et c'est une idée sur laquelle je reviendrai, c'est quelque chose qui remonte à Aristote, c'est quelque chose, une idée importante, selon laquelle les pensées, dans ce sens frégien, les jugements, sont des combinaisons d'idées. Donc ce n'est pas quelque chose de simple comme l'idée de pomme. Une pensée, c'est quelque chose de complexe. Il y a un contenu qui est complexe, il y a une structure. Mais la complexité ne suffit pas pour qu'on ait un jugement ou une pensée. Donc ça, c'est un autre élément qui est important. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que si je pense non pas à une pomme, mais si je pense à un rosier possédant 1000 épines, par exemple, c'est pas difficile de penser à ça. Peut-être difficile de se le figurer, mais en tout cas d'y penser, on n'a pas de peine. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée, c'est une idée complexe, parce qu'elle mobilise cette idée d'autres idées. Elle mobilise l'idée de rose, de rosier, l'idée d'épine, l'idée de 1000, certaines quantités. Donc il y a un ensemble d'idées qui se combinent et qui forment une idée complexe. Mais cependant, ce n'est pas un jugement, c'est seulement une idée, bien qu'elle soit complexe. Donc la complexité, ce n'est pas suffisant pour faire qu'il y ait un jugement. Et donc Frege est à nouveau très explicite là-dessus. Ce qu'il faut pour qu'on ait un jugement, ou qu'on ait une pensée, c'est une propriété supplémentaire qu'on n'a pas quand on a une pensée, une idée complexe comme l'idée d'un rosier possédant 1000 épines. Il faut que le résultat de la combinaison puisse être vrai ou faux. Et c'est seulement quand on a cette possibilité du vrai et du faux qu'on a une pensée au sens de Frege. Donc si vous avez quelque chose comme dans le jardin du roi se trouvait un rosier possédant 1000 épines, c'est bon, ça coche les bonnes cases, parce que ça peut être vrai ou faux. Mais un rosier possédant 1000 épines, ça n'est pas vrai ou faux, en tout cas dans cette théorie-là. Donc il y a quelque chose en plus qu'on trouve dans la pensée qui fait et qui n'est pas simplement la complexité, quelque chose qu'on n'a pas dans les idées même complexes. Alors on a ça aussi dans la logique de Port-Royal. Toute proposition marquant le jugement que nous faisons des choses, elle est vraie quand ce jugement est conforme à la réalité, et fausse lorsqu'elle n'y est pas conforme. Donc c'est aussi une marque le propre du jugement, c'est cette possibilité du vrai et du faux. Et c'est ça qui distingue concevoir et juger. L'idée d'un rosier possédant 1000 épines, quelque complexe qu'elle soit, n'est ni vraie ni fausse, puisque ce n'est qu'une idée. À travers elle, nous concevons quelque chose. La conception, ce que Brentano appelle la présentation ou représentation, ce n'est pas la même chose que le jugement. Concevoir et juger, ce sont deux opérations mentales distinctes, chacune douée de contenu. Donc je vais revenir sur cette distinction. Mais en attendant, je pense que j'en ai dit assez pour qu'on puisse résumer l'itinéraire qui conduit de Descartes à Frege. Avec Descartes, on a une notion extrêmement large de pensée, qu'on peut restreindre de plusieurs façons, pour aboutir à une notion qui est extrêmement restreinte, qui est la notion frégéenne de pensée. Et en gros, les pensées cartésiennes, c'est les contenus de conscience.
Et on a vu que parmi ces contenus de conscience, il y en a qui possèdent un contenu représentatif, qui se rapporte à quelque chose. Et on a vu aussi que parmi les contenus de conscience qui possèdent un contenu représentatif, il y en a certains qui possèdent un contenu représentatif, qui possèdent une certaine structure, qui est articulée, qui est complexe. Et on a vu enfin que dans cette catégorie-là, il fallait faire une place à part pour les contenus de conscience qui possèdent un contenu représentatif complexe ou articulé, mais qui ont en plus cette propriété de pouvoir être vrai ou faux, d'être susceptibles de vérité ou de fausseté. Et c'est ça les pensées au sens de Frege. Et c'est à cette notion en fait, qu'on va s'intéresser, à cette notion de contenu de pensée, avec cette complexité, avec cette propriété de pouvoir être vrai ou faux. Et il y a un certain nombre de questions que je veux poser, que je poserai pendant le cours, et dont je vais en mentionner 3 tout de suite, des questions qui s'opposent à mon avis. Et la première question évidente, c'est qu'est-ce qui réellement distingue une pensée au sens freudien, donc d'une simple idée, fût-elle complexe? J'ai dit, c'est la possibilité d'être vrai ou faux. Un rosier possédant 1000 épines, c'est ni vrai ni faux. Dans le jardin du roi, il y avait un jardin, c'est vrai ou faux. Mais d'où ça vient, cette propriété? Qu'est-ce qui donne à la pensée cette propriété de pouvoir être vrai ou faux? Alors, cette question est en rapport avec ce que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on appelait et on appelle le problème de l'unité de la proposition. Le contenu d'une pensée, je dis que c'est encore à l'ordre du jour le problème de l'unité de la proposition, parce que là, vous voyez tout un ensemble de livres relativement récents, ou pas si récents que ça, mais enfin contemporains, portant sur ce problème, qui était un problème dont débattaient Russell, Frege et d'autres auteurs même au début du XXe siècle. Donc, le contenu d'une pensée est quelque chose de complexe où se trouvent combinés les contenus des idées dont la logique de Port-Royal nous dit quels sont les constituants essentiels d'une pensée. Il nous dit c'est l'idée d'une chose qui est le sujet, ce à quoi on attribue une propriété, et l'idée d'une propriété qu'on lui attribue. Et ce qui m'intéresse, c'est la fin du passage que je vous ai lu tout à l'heure, la partie en rouge, où il est dit « Il ne suffit pas de concevoir ces deux termes, mais il faut que l'esprit les lie ou les sépare. » Et ce que veut dire la logique de Port-Royal ici, c'est que vous avez le sujet et le prédicat, vous avez la pomme et la propriété de mûrissement ou de maturité. Il ne suffit pas de concevoir ces deux choses-là. Ça ne fera pas une pensée. Pour avoir une pensée, il faut que vous les assembliez, ces deux choses, de la bonne façon. Il faut que vous attribuiez la propriété au sujet. Il ne suffit pas de les concevoir. Il faut, comme dit la logique de Port-Royal, que l'esprit les lie, attribue une chose à l'autre, ou les sépare, refuse d'attribuer une chose à l'autre. Alors on peut se demander ce que c'est au juste qu'attribuer une propriété à l'objet. Qu'est-ce que c'est qu'attribuer le mûrissement à la pomme? Qu'est-ce que c'est quelque chose en plus qui se passe quand non seulement on a conçu les constituants, mais qu'on les a liés de la bonne façon en attribuant la propriété à l'objet? On pourrait penser qu'on a besoin d'une troisième chose. Et c'est effectivement plus ou moins ce que nous disent les classiques comme la logique de Port-Royal. On nous dit que pour avoir un jugement, en fait, on a besoin du sujet, on a besoin du prédicat, ce dont on parle, ce qu'on en dit, mais on a besoin d'une troisième chose, et la troisième chose, c'est linguistiquement, quand on parle des phrases, des propositions, c'est la copule, c'est le « est ». La pomme est mûre.
Donc il y a un troisième élément qui intervient. Et la copule représente précisément l'acte du jugement qui lie les deux choses. Mais qu'est-ce que c'est que cette troisième chose? Ce qu'il faut éviter, c'est l'idée qu'il ne suffit pas de concevoir les deux premières choses, le sujet et le prédicat, mais il faut se représenter aussi une troisième chose. Ça ne marchera pas parce qu'on sera encore dans la conception, dans la simple conception. La troisième chose, par exemple, ça pourrait être une propriété d'ordre supérieur. Par exemple, la propriété qu'a le sujet, ou l'objet, de posséder la propriété. Donc, si je me représente à la fois la pomme, le mûrissement, et la propriété d'ordre supérieur qu'a la pomme de posséder ou d'instancier la propriété d'ordre inférieur de mûrissement, est-ce que ça va nous donner un jugement ou une pensée au sens freudien? C'est ça l'idée de l'unité de la proposition, c'est que on ne va jamais s'en sortir parce que si on a besoin de lier ensemble l'idée initiale, le sujet et le prédicat, s'il ne suffit pas de les concevoir, alors on aura le même problème si on ajoute une troisième idée, qui est l'idée de possession d'une propriété par l'objet. Si on ajoute cette troisième idée, on aura besoin aussi de l'assembler correctement. Une pensée, ce n'est pas la même chose qu'une liste d'idées que l'on conçoit. Et même si on allonge la liste, en ajoutant à l'objet et à la propriété une propriété d'ordre supérieur, qui est la propriété qu'a l'objet de posséder la propriété initiale, on aura besoin, cette propriété d'ordre supérieur, de l'attribuer à la propriété d'ordre inférieur ou au couple, enfin ça dépend comment on fait les choses. Donc ce à quoi il faut insister, c'est le fait que ça ne peut pas être la troisième chose dont on a besoin pour obtenir une pensée, quelque chose qui peut être vrai ou faux, un jugement, ça ne peut pas être quelque chose de même nature que les constituants de la pensée. Les constituants de la pensée sont les idées qu'on va assembler. Ce dont on a besoin en plus de ces idées, ce n'est pas encore une autre idée, parce qu'on aurait le même problème. On aura un peu plus d'idées, et il y aura à nouveau le problème de les assembler pour obtenir quelque chose de vrai ou faux. Et l'idée, donc, qui est une idée présente dans plusieurs traditions, c'est l'idée que attribuer la propriété à l'objet, ce n'est pas seulement se représenter la propriété, l'objet et l'objet, et ce n'est pas non plus seulement se représenter la propriété, l'objet et une troisième chose. Ce n'est pas de la représentation. C'est quelque chose de plus pratique que cela, de plus pragmatique, pourrait-on dire, que cela. Il faut vraiment un acte de l'esprit qui, sur la base de ses constituants, l'objet, la propriété, un acte de l'esprit qui attribue la propriété à l'objet, mais il ne s'agit pas c'est pas quelque chose de plus que l'on conçoit, c'est quelque chose de plus que l'on fait. Il s'agit d'effectuer la liaison, pas de se la représenter. Et donc, c'est lorsque cet acte de l'esprit consistant à attribuer la propriété à l'objet est accompli, lorsque donc le penseur s'engage, attribue mentalement la propriété à l'objet, c'est à ce moment-là seulement que sa pensée peut être évaluée comme vraie ou fausse, selon que l'objet possède ou non, effectivement, la propriété en question. Donc la structure de la proposition est quelque chose qui résulte de l'accomplissement de cet acte mental. Bon, je reviendrai là-dessus, mais cette conception, disons, pragmatique du jugement, comme résultant d'un acte mental, elle est présente, on l'a vu, dans la logique de Port-Royal, elle est revenue dans la littérature contemporaine récemment. Il y a toutes sortes de gens qui soutiennent qu'effectivement, face au problème de l'unité de la proposition, la seule solution consiste à adopter une perspective pragmatique en jugeant que c'est un acte de l'esprit qui permet effectivement de constituer un contenu susceptible d'être vrai ou faux. C'est parce que l'esprit s'engage vis-à-vis de la possession par un objet d'une certaine propriété, c'est parce que l'esprit s'engage qu'on peut évaluer cet engagement comme correct ou incorrect, ce qui correspond au domaine du vrai et du faux. Mais si on a simplement de la conception, si on se représente des choses, on ne pourra jamais obtenir ce type d'évaluation. On aura simplement des idées. On aura des idées complexes, mais pour passer de l'idée au jugement, il faut un engagement de l'esprit, et on essaiera de parler un peu de ça. Donc ça, c'est la première question, c'est
qu'est-ce qui fait exactement, qu'est-ce qui distingue, quelle est cette propriété de pouvoir être vrai ou faux, d'où ça vient, qui distingue la pensée de simplement les idées qui sont des constituants potentiels de pensée. Et une seconde question dont je voudrais parler, en fait j'en parlerai pas mal parce que c'est une question qui, elle, est peu abordée, en fait, dans la littérature contemporaine, contrairement à celle dont je viens vous parler, qui est revenue au goût du jour. L'autre question, c'est celle de savoir s'il y a une structure unique que possède tout contenu de pensée. Et là, c'est un peu ce qui est suggéré avec cette idée de jugement. La logique de Port-Royal, certainement, nous dit que la structure unique, il y a une structure unique, c'est la structure sujet-prédicat. C'est cette structure-là qui garantit l'unité de la proposition, l'unité du contenu, en liant les deux termes, en attribuant l'un à l'autre. Donc il y a évidemment des différences entre des types de propositions, des types de pensées. Suivant la logique de Port-Royal s'inscrit dans le courant aristotélicien. Les idées logiques ont relativement peu évolué depuis Aristote jusqu'à la période contemporaine où elles ont été complètement révolutionnées. Et la logique de Port-Royal, c'est simplement une expression des idées de la logique aristotélicienne. Et dans cette logique, on a l'idée qu'il y a une certaine variété de propositions, mais cette variété est à l'intérieur d'un cadre qui lui est unique. Le cadre unique, c'est qu'on a sujet-prédicat, on attribue à un objet A une propriété B, par exemple, et les différences qu'on peut avoir sont des différences ayant trait au caractère positif ou négatif. Vous avez un jugement positif ou négatif, je peux dire que cette pomme est mûre ou que cette pomme n'est pas mûre. Donc ça, c'est une différence. C'est la différence de qualité, positif ou négatif. Et il y a aussi une différence de quantité. Je peux dire, par exemple, tout homme est mortel. Et là, j'attribue une propriété d'être mortel aux hommes, mais de façon universelle, à tous les hommes. Je peux aussi attribuer aux hommes la propriété d'être mortel, mais pas d'une façon universelle, d'une façon seulement une partie de l'extension du concept d'homme. Donc je peux dire certains hommes sont mortels. Donc ça, c'est la différence de quantité du sujet, qui peut être universel ou particulier, suivant que vous parlez de tous les éléments de l'extension du terme sujet ou de certains d'entre eux. Donc vous avez cette différence-là, plus la différence positif-négatif, et quand vous les combinez, vous obtenez un tableau de toutes les propositions possibles, universelle positive, universelle négative, particulière négative, particulière positive. Et vous me direz, ce qui est curieux, c'est que dans ce tableau, qui est censé être exhaustif, il n'y a pas les propositions singulières. Quand vous parlez de quelqu'un, vous dites Aristote est sage, ça n'est pas dans ce tableau, parce que les propositions singulières, où on parle d'un objet particulier et pas de tous les hommes ou de certains hommes, pour eux, c'était un cas particulier. Et le plus généralement, par exemple dans la logique de Port-Royal, un cas particulier d'universel. Il se trouve simplement que, quand vous dites Aristote est sage, la différence entre Aristote et quand vous parlez d'hommes, en disant les hommes sont mortels, et quand vous dites Aristote est mortel, la différence c'est que des hommes, il y a une pluralité d'hommes, donc il faut préciser si vous parlez de tous ou de certains d'entre eux, mais Aristote, il n'y en a qu'un. Donc quand vous dites Aristote est mortel, c'est comme si c'était universel, c'est presque comme il n'y en a qu'un, c'est un cas particulier de proposition universelle selon la logique de Port-Royal, selon d'autres logiciens classiques, c'est un cas où comme il y a un seul objet, ça n'a aucune importance, la quantité n'importe pas, et donc que ce soit tous ou certains, ça ne fait aucune différence. Mais bon, n'entrons pas là-dedans. Disons simplement que dans cette logique-là, les propositions singulières jouent un rôle, disons, relativement secondaire. Contrairement à ce qui se passe dans la logique contemporaine, où là, au contraire, on a une opposition entre les propositions singulières qui parlent des objets et des propositions générales comme tous les hommes sont mortels ou certains hommes sont mortels, qui ne parlent pas de telle ou telle personne, contrairement à Aristote est mortel, qui parle d'une personne. Donc Aristote est mortel, c'est une proposition singulière. Les autres, quand on a un quantificateur comme tous, certains, etc., les autres ne nous parlent pas de telle ou telle personne, ça nous parle de propriété. J'ai une citation de Bertrand Russell dans Histoire de mes idées philosophiques.
où il attribue à Peano et Frege une grande découverte consistant, dit-il, à séparer les propositions de la forme Socrate est mortel des propositions de la forme tous les Grecs sont mortels. Ces deux formes sont complètement différentes, dit-il. Socrate est mortel attribue un prédicat à un sujet qui est nommé, tous les Grecs sont mortels, exprime la relation de deux prédicats, à savoir grec et mortel. L'énoncé tous les Grecs sont mortels, à la différence de l'énoncé Socrate est mortel, ne nomme personne et exprime seulement et uniquement un rapport entre des prédicats. En gros, on attribue à la propriété d'être mortel la propriété d'être possédé par tous les individus qui possèdent la propriété d'être grec. On est en train de parler de mettre en relation des propriétés avec les propositions générales au lieu de parler des individus. Et donc Russell, du coup, nous dit que seules les propositions singulières ont la structure sujet-prédicat véritablement. Mais ce qu'il veut dire par là, par structure sujet-prédicat, il veut dire que le sujet, précisément, c'est quelque chose qui désigne, qui nomme un objet directement. Mais on peut considérer néanmoins qu'il y a une certaine structure qui est préservée, qu'on parle d'objet ou qu'on parle de propriété. On peut attribuer à une propriété d'ordre supérieur, on peut mettre en relation deux propriétés, de même qu'on peut attribuer à un objet une propriété ou mettre en relation deux objets. Ce n'est pas complètement certain que cette différence dont parle Russell remet en cause l'idée qu'il y a une structure commune, néanmoins, à ces deux types de propositions, les propositions générales et les propositions singulières. Mais là, je n'ai pas du tout le temps de vous parler de ces détails, mais la raison pour laquelle j'introduis cette idée de savoir s'il y a une structure unique, c'est essentiellement parce que, et c'est un point qui est peu connu, c'est que cette idée a été remise en cause de façon vraiment notable dans l'école de Brentano. Dans l'école de Brentano, et Brentano lui-même, oppose deux types de propositions. Les propositions qui ont deux termes, les propositions correspondant à l'idée classique, à l'idée de la logique de Port-Royal, qu'on a besoin de deux termes, le sujet et le prédicat. Donc pour Brentano, il y a ces propositions-là, les propositions catégoriques dont s'occupe la logique aristotélicienne. Mais il y a un autre type de proposition, nous disent-ils, qui n'est pas de ce type-là. Alors à nouveau, je vais avoir le faux Brentano. Les jugements qui sont non catégoriques et qui ne relèvent pas de cette logique aristotélicienne, enfin, en tout cas, cette nouvelle catégorie de jugements dont parle Brentano, ce sont les jugements thétiques. Ce sont des jugements à un seul terme. Il n'y a pas sujet-prédicat. Si vous dites « il fait jour »,« il pleut », tous les énoncés météorologiques ont cette propriété qu'il n'y a pas de sujet. Évidemment, grammaticalement, il y a un sujet explétif, « il », mais il n'y a pas réellement de sujet. C'est un faux sujet qui est là justement simplement pour des raisons grammaticales. Ça sent bon, évidemment, c'est ambigu. Vous avez une lecture catégorique de ça sent bon. Si ça fait référence à quelque chose, je dis oh, ça sent bon. Enfin, ça, non, je ne pourrais même pas le dire. Disons que ça sent bon, il y a une lecture impersonnelle de ça sent bon. Où ça veut dire il y a une bonne odeur. Et c'est comme il neige. Le ça ne fait pas référence. Il n'y a pas de sujet. Et selon Brentano, tous les énoncés existentiels, comme il y a des êtres malfaisants, il y a du bruit, c'est pareil. Il n'y a pas de sujet. Et cette idée de contenu thétique, de contenu à un seul terme, a trouvé un écho chez Strawson, un auteur contemporain, qui nous parle de jugement, enfin, feature placing, c'est-à-dire qui n'est pas de type sujet-prédicat, mais qui est quelque chose de plus fondamental et pour lui d'antérieur à la structure sujet-prédicat. Donc, je mentionne ça parce que je vais en parler pas mal, c'est quelque chose qui est donc peu discuté dans la littérature et pourtant très important. Si on admet l'existence de telles propositions thétiques à côté des propositions de type sujet-prédicat, ben que devient l'idée de lien prédicatif qui est censé résoudre le problème de l'unité de la proposition? L'idée que le jugement et la possibilité du vrai et du faux vient du fait qu'on a deux choses et qu'on attribue une propriété à quelque chose, qu'est-ce que ça devient si on admet ces jugements à un seul terme? Donc ça, c'est le deuxième point, et en fait, je commencerai assez vite à vous parler de ce point-là.
Et une troisième question que j'aborderai aussi, mais plutôt vers la fin, concerne la distinction entre la force et le contenu, qui est une des distinctions dont je voulais vous parler, et c'est pourquoi j'avais choisi ce thème, disons, du contenu cette année. Alors, la distinction force-contenu, ceux qui ont assisté il y a 2 ans, je pense, au cours, en 2022, j'en avais parlé dans ce cours sur la fiction, simulation, faire comme si. J'avais parlé pas mal de la distinction force-contenu, et puis il y avait eu un colloque organisé sur la distinction un peu avant, donc en 2021. Un mot, parce que j'ai plus beaucoup le temps, car il va y avoir le séminaire, mais prenez ces deux phrases ici. Frege est mort en 1925, l'année même de la publication de son article sur la pensée. Ça, c'est quelque chose qui... C'est vrai, en fait. Et cette autre phrase, Frege est mort en 1975, 50 ans après la publication de son article sur la pensée. Ces deux choses-là sont des contenus de jugement. Ceux qui s'y connaissent savent que la première chose est vraie et la deuxième est fausse. Les autres ne le savent pas. Qu'on le sache ou non, on peut penser une chose, on peut penser les deux choses. D'ailleurs, là, je vous ai lu ces phrases et vous avez forcément formé ces pensées dans votre esprit. Et on peut croire ou pas croire ces choses, ces contenus de pensée. On peut les juger ou pas, ou refuser de les... On peut faire tout ce qu'on veut, on peut en douter, il y a toutes sortes d'actes de l'esprit vis-à-vis de ces contenus, mais c'est toujours les mêmes contenus. Un contenu, qu'on donne son adhésion à ce contenu ou pas, qu'on l'affirme ou qu'on le rejette, ou qu'on le mette en doute ou qu'on s'interroge, c'est toujours le même contenu. Donc c'est ça la distinction entre le contenu et la force. La force, c'est est-ce que l'esprit dit oui, c'est vrai, ou pas. C'est une chose. Mais Frege insiste énormément là-dessus, sur le fait que la pensée, ce n'est pas la même chose selon lui que le jugement. Donc là, c'est une grosse différence avec la logique de Port-Royal. Pour lui, il nous dit que la pensée, c'est un contenu qui est le même, que vous croyez la chose ou pas, que vous le jugiez vrai ou pas, ou que vous le récusiez, ou que vous vous interrogiez, encore une fois. L'acte de l'esprit est complètement variable, c'est la force qui peut être assertive ou non, ou vous pouvez prendre en considération de façon simplement hypothétique, et c'est toujours le même contenu. Et c'est normal, sinon il n'y aurait pas de progrès scientifique. Progrès scientifique procède par le fait qu'on pose des questions, donc on se représente, on forme certaines pensées, on s'interroge, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et ensuite on essaie d'avancer pour obtenir une réponse. Et c'est le même contenu au départ et à l'arrivée, du moins dans les cas... Enfin, oubliez ce que je viens de dire. Donc, il y a cette déconnexion entre le contenu et ce qu'on en fait. Juger, c'est prendre position. Mais le contenu sur lequel on prend position, on peut le concevoir, ce contenu, indépendamment de la force. Donc, il y a cette opposition de la force et du contenu. Cette opposition, elle est évidente dans le cas de la fiction et de l'imagination, parce que là, les idées, dans le cas de la fiction et de l'imagination, les pensées sont déconnectées de la réalité. Et la question de l'adhésion ou du rejet ne se pose pas, c'est de la fiction, c'est du jeu. On se représente des choses et il ne s'agit pas de dire c'est vrai ou c'est faux. Donc on a cette opposition, mais si on a cette opposition, est-ce que c'est compatible avec l'idée que ce qui distingue juger de concevoir, ce qui distingue une pensée de la simple conception, c'est l'acte de l'esprit consistant à attribuer la propriété à l'objet? L'acte de l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un engagement. L'esprit dit oui, c'est vrai. L'esprit lit les choses. Mais là, cet acte de l'esprit dont on a dit qu'il est constitutif du contenu, semble être précisément un élément de force dont Frege nous dit qu'il n'est pas constitutif du contenu, mais qu'il est fondamentalement séparé du contenu, qu'on a deux dimensions différentes. Et donc là, on a véritablement un problème. On a une opposition frontale entre une certaine façon de concevoir les pensées comme contenu de jugement, où c'est l'acte de l'esprit qui assemble les éléments parce que le sujet s'engage, en quelque sorte, à attribuer la propriété à l'objet. Cette théorie-là n'est pas compatible avec l'idée de Frege selon laquelle la force et le contenu sont deux dimensions séparées. Donc ça fait partie aussi des choses dont il faudra reparler. Et en tout cas, tout ça tourne autour des notions de prédication ou de jugement, et donc dès la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus de cette idée de jugement. Mais là, je vais devoir m'arrêter parce que nous avons le séminaire qui commence aujourd'hui aussi, dès cette séance, avec Michele Palmira qui va nous parler
dans un instant, et moi-même j'ai déjà trop parlé, donc je dois arrêter ici. On se retrouve à partir de 11h30 pour le séminaire. Merci beaucoup.